Merci Francesca pour l'introduction et merci aux organisateurs de m'avoir invité à vous parler de ce qu'on fait au sein du consortium Couperin pour négocier, inclure dans les négociations plutôt l'accès pérenne à la documentation numérique. Donc je vais faire un petit peu de contextualisation et d'historique pour expliquer comment on en est venu à nos pratiques d'aujourd'hui, puisqu'on s'est vraiment concentré sur ces questions depuis une dizaine d'années, et je vous expliquerai pourquoi. Alors vous savez, les revues papier, on n'avait pas l'archivage des revues papier, c'est quelque chose de simple a priori, puisque la bibliothèque donc conserve les exemplaires payés et reçus, les met à disposition sans limitation de durée. Avec l'électronique, on est dans une situation complètement différente, puisque les bibliothèques n'achètent plus les revues, mais elles payent un droit d'accès, donc un abonnement à une ou plusieurs revues qui sont hébergées sur une plateforme de l'éditeur. Et de ce fait-là, les bibliothèques ne sont plus propriétaires de ce qu'elles payent. Et elles n'ont plus la propriété du support physique des revues. En plus de cela, pour les abonnements qui sont sur le modèle du Big Deal, souvent il y a un écart entre les contenus souscrits, donc ce qu'on appelle les titres historiques, auxquels les bibliothèques étaient historiquement abonnées en format papier, et les contenus qui sont accessibles, puisque souvent dans ces modèles économiques-là, donc les éditeurs sont partis du chiffre d'affaires historique papier et ont rajouté un surcoût pour donner accès à l'intégralité de la plateforme. Donc on a un écart qui parfois peut être très important, comme chez Springer par exemple, ou également chez Elsevier ou dans d'autres. Donc on a deux intérêts là qui peuvent converger, mais qui peuvent aussi diverger. C'est celui de la bibliothèque qui veut garantir l'accès sur le long terme au contenu auquel elle s'abonne. Et l'intérêt de l'éditeur qui, lui, veut bien sûr, intérêt bien sûr à ce que ses archives soient accessibles, mais sans que cela mette en péril son modèle économique. Alors, il faut... Juste pour clarifier ce dont on parle, moi je ne parlerai pas d'archivage pérenne, puisque c'est quelque chose qui est vraiment défini par des normes, mais plutôt d'accès pérenne au contenu. Et ça se traduit dans les clauses contractuelles par ce qu'on appelle de l'accès post-abonnement, ou en anglais on trouve PCA, donc Post-Cancellation Access, ou PTA, Post-Termination Access. Donc ça c'est la clause contractuelle qui permet à un établissement souscripteur, un abonné, de conserver la propriété et l'accès aux achats ou aux documents auxquels il a souscrit, souvent à l'issue d'un abonnement non reconduit. Donc si on décide de cesser de s'abonner, comme pour le papier, on doit pouvoir continuer à donner accès aux années souscrites. L'archivage pérenne, donc d'un point de vue des normes d'archivistique, c'est complètement différent. Là, c'est une préservation sur le long terme grâce à une veille technologique, mais bon, d'autres acteurs en parleront bien mieux que moi. Donc nous, plutôt, et moi aujourd'hui, je parle plutôt d'accès pérenne au contenu. Donc c'est garantir l'accès sur le long terme au contenu acquis ou souscrit, même après l'expiration du contrat de licence. Donc même une fois qu'on n'a plus d'abonnement courant à une revue. Alors, dans l'édition scientifique, on trouve une très grande diversité de pratiques des éditeurs. Certains éditeurs donnent accès sur leur plateforme, d'autres remettent des données sur support physique. C'est le cas par exemple de l'American Physical Society, qui propose à l'achat des CD-ROM contenant ces archives. Des éditeurs aussi donc, versent leurs données sur un serveur tiers, donc ça peut être Portico ou Lox, ou pour la France, Panist. D'autres remettent leurs données à un agrégateur comme JSTOR notamment, et donc après les bibliothèques peuvent s'abonner à JSTOR pour avoir l'accès aux archives. Ou d'autres, par exemple Elsevier, déposent leurs données dans une bibliothèque nationale. Donc Elsevier, c'est le cas à la Bibliothèque royale des Pays-Bas. C'est quelques exemples des pratiques des éditeurs, et à cela s'ajoute aussi une très grande diversité de modèles économiques pour garantir l'accès à ces archives. Dans un certain nombre de cas, ce qui est prévu dans les clauses dans les licences, c'est une perte de l'accès aux archives en cas de cessation d'abonnement. C'est le cas, par exemple, chez l'American Chemical Society. Dans d'autres cas, c'est le cas par exemple chez Springer, on a un accès gratuit aux archives, mais qui est limité seulement aux titres souscrits. Et donc on perd
en cas de désabonnement, on perd les droits d'accès à l'intégralité de la plateforme. Certains éditeurs accordent un accès gratuit sans condition. D'autres, un accès gratuit, mais sous réserve de maintenir au moins un abonnement. Chez d'autres éditeurs, on a un accès qui est temporairement gratuit, puis qui devient payant au bout de certains temps, par exemple par des frais d'accès à une plateforme ou des frais de maintenance. Et d'autres n'offrent qu'un accès payant, soit via la plateforme de l'éditeur, soit via un agrégateur ou un serveur tiers. Voilà. Donc on a toute cette mosaïque, disons, de pratiques éditoriales, ce qui font qu'il est très difficile, après, pour une bibliothèque, de savoir exactement quelles sont les conditions d'accès au contenu auquel elle a souscrit sur le long terme, surtout quand elle se désabonne. Tant qu'on reste abonné, il n'y a pas de problème. Voilà. Et donc c'est pour faire face à cette mosaïque, disons, à ce morcellement de politique des éditeurs, et pour réduire aussi la dépendance vis-à-vis des politiques des éditeurs, que la question de l'accès pérenne a été incluse il y a une dizaine d'années dans les négociations du consortium Couperin. Donc je disais, ça s'est produit vers 2012-2013, donc avant que je devienne négociatrice pour Couperin. Donc j'ai fait appel à la mémoire de mes collègues. Hein, donc vous ne m'en voudrez pas si il y a parfois, si je ne peux pas forcément répondre à exactement toutes les questions, puisque je n'étais pas là en 2013. Mais je parlerai de deux choses. D'une part, les abonnements courants. Donc là, il s'agit, comme je vous disais, de garantir l'accès pérenne après l'expiration du contrat. Et dans un second temps, le programme d'achat massif d'archives. Donc, en fait, c'est en 2013, à l'occasion de du renouvellement de la négociation avec Elsevier et de la négociation de la première licence nationale pour les revues d'Elsevier, que Couperin s'est vraiment saisi de la question. Ça a été en fait une opportunité, parce que la négociation était un peu tendue. Et donc, il y a eu une volonté, une forte volonté politique, une volonté au niveau national, de s'affranchir de l'éditeur qui garantissait que l'accès pérenne à ces contenus, même en cas de rupture des négociations, était garanti parce qu'il déposait, il versait ses données à la Bibliothèque royale des Pays-Bas. Donc, il y avait une volonté de s'affranchir de l'éditeur, quand même, pour accéder au contenu dont les droits avaient été acquis lors du précédent groupement de commandes de 2010 à 2013. Donc le but, c'était d'éviter un risque de rupture des accès par l'éditeur en cas de rupture de la négociation, puisque souvent, c'est un moyen de pression de la part des éditeurs, de dire votre contrat s'arrête au 31 décembre, si on n'a pas conclu de renouvellement au 1er janvier, tac, on coupe, et vous perdez tout. Donc à l'époque, c'est le comité de pilotage de la BSN, la Bibliothèque scientifique numérique. Alors pour resituer, c'est l'ancêtre du COSO, du Comité pour la science ouverte. Donc c'est le comité de la BSN qui a chargé l'INIST de mettre en œuvre donc une plateforme permettant aux membres des groupements de commandes de ressources électroniques d'accéder aux archives acquises. Donc à l'origine, c'était vraiment limité aux ressources portées en groupement de commandes. Donc à l'époque, il y a eu un fort soutien du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, y compris par le biais d'octroi de subventions, et une forte volonté politique. Et donc la plateforme PANIST, pour Plateforme d'archivage national de l'information scientifique et technique, a été mise en production par l'INIST à l'époque sur ses moyens propres, avec ses petits bras musclés, voilà, le 1er décembre 2013. Et les premières données qui ont été versées, c'était les archives donc, acquises lors du groupement de commandes 2010-2013 avec Elsevier, donc pour les titres de la Freedom Collection pour tous les membres du groupement de commande et les titres Cellpress pour seulement les abonnés Cellpress selon leurs droits. Puisque pour les Cellpress, chaque abonné est en titre à titre, voilà, donc il y a des droits différents. Et donc le rôle de PANIST, à ce moment-là, a été affirmé, et donc c'était de mettre à disposition des chercheurs et des membres autorisés, donc les établissements abonnés, historiquement abonnés, les données acquises de manière pérenne par le biais des contrats d'abonnement. Donc il ne s'agit pas d'ouvrir à l'ensemble de l'ESR, mais uniquement de garantir aux abonnés la possibilité d'accéder sur le long terme aux données qu'ils avaient acquises. Alors pourquoi à l'époque on a fait le choix d'une plateforme nationale et pas d'un contrat avec Clox ou avec Portico? Bien, pour plusieurs raisons. D'une part, la volonté de conserver la souveraineté sur des données acquises, les conserver sur le territoire national.
C'est un système aussi qui présentait l'avantage d'être sans frais pour les bibliothèques. Alors, c'est pas gratuit de faire fonctionner Panist, Michel en parlera, mais les bibliothèques n'ont pas besoin d'adhérer à Panist, contrairement à ce qui se passe pour Portico ou avec Lox ou Clox. Et puis aussi, ça permet d'avoir un accès à tout moment. On n'a pas de notion de trigger event, donc c'est l'événement déclencheur. Le trigger event, c'est la défaillance du serveur de publication d'origine. C'est-à-dire que si l'éditeur, à un moment, n'est plus capable de donner l'accès à ces contenus, et bien dans ce cas-là, on peut utiliser le serveur tiers. On a ces notions-là avec Portico et Clox, mais pas avec Panist. Et c'est ce qui permet notamment d'inclure les ressources Panist dans les sources de données pour l'extension Click and Read notamment. Et effectivement, dans les clauses qui avaient été négociées, notamment pour le groupement de commandes Elsevier 2010-2013, on n'avait pas du tout cette notion de trigger event. Donc c'est pour ça qu'on ne pouvait pas non plus recourir à des serveurs comme Portico ou comme Loxplox. Donc ça, c'est pour les abonnements courants. Ensuite, il y a eu, au même moment, à la même époque, 2012-2013, donc la volonté de constituer ce qu'on appelait le socle de la bibliothèque scientifique numérique. Donc là aussi, c'était toujours en lien avec le programme BSN. Donc de constituer une collection rétrospective par l'achat massif et centralisé d'archives scientifiques. Donc ça s'est fait dans le cadre du programme des investissements d'avenir et c'est ce qui s'est appelé ISTEX, donc de 2012-2018. Là aussi, une forte volonté politique avec un portage par le ministère, le CNRS, l'ABES, Couperin et la conférence des présidents d'université, donc France Université aujourd'hui, par le biais de l'Université de Lorraine, puisque c'était le président de l'Université de Lorraine qui était le président de Couperin et de l'ABES à l'époque. Donc je vous ai mis le lien vers le site ISTEX et le financement a été assuré par l'ANR à hauteur de 54 millions d'euros pour les achats. Donc là, il s'agit vraiment d'achats pérennes, de corpus en texte intégral, donc il y a de tout, toutes les disciplines, tout type de documents, des livres électroniques, des revues, des corpus, etc., sous la forme de licence nationale. Donc là, la différence par rapport à ce qu'on a sur Panist, c'est que l'accès est ouvert à tous les ayants droit ISTEX, qu'ils aient été abonnés ou non. Donc les ayants droit ISTEX, vous voyez, ça va plus loin que les établissements de l'ESR, puisque ça concerne aussi la BNF et les bibliothèques publiques. Et les acquisitions ont été déterminées en fonction des besoins. Donc il y a eu plusieurs enquêtes auprès des chercheurs pour déterminer quels étaient leurs besoins. Et ça a été croisé avec l'analyse des offres des éditeurs. Donc actuellement, vous voyez, on a à peu près 28 millions de documents dans toutes les disciplines, avec des éditeurs pas seulement internationaux, mais également des éditeurs francophones. Alors aujourd'hui, fort de ces 10 ans d'expérience, comment on fait et qu'est-ce qu'on fait pour négocier l'accès pérenne? Eh bien, on a en fait intégré les clauses de garantie d'accès pérenne dans tous les documents de cadrage des négociations de Couperin. Puisque quand on est négociateur Couperin, on ne part pas comme ça la fleur au fusil face à l'éditeur. On bénéficie de tout un travail et déjà d'accompagnement par le consortium, par les responsables de pôle et par les deux responsables du département des négociations documentaires, donc Christine Vaimico et moi-même, mais également d'un certain nombre de documents de cadrage, je vais vous montrer, qui servent de support à la négociation et qui explicitent chaque année ce que le consortium attend des éditeurs pour valider ou non des offres. Donc il y a des cadrages à la fois financiers, mais aussi en termes de services, de contenu, de statistiques par exemple, normes counter, etc. Donc à l'origine, et là je vous ai mis la première clause Panist qu'il y a eu dans une négociation, donc c'était pour la licence nationale Elsevier pour la Freedom Collection 2014-2018. À l'origine, cette clause-là de versement des données sur Panist, elle n'a concerné que les ressources en groupement de commandes, puisque c'était la commande au début, à l'origine de la plateforme Panist. Et puis finalement, on s'est rendu compte avec Springer, quand Springer n'a plus fait l'objet d'un groupement de commandes, eh bien qu'il était possible quand même d'obtenir le versement des données sur Panist parce que l'éditeur ne l'avait pas remis en cause
une fois qu'on était sorti d'un groupement de commandes. Donc c'est pour ça que c'est un effet d'opportunité. On s'est rendu compte que c'était possible, que c'était faisable. Donc du coup, on l'a intégré dans les clauses, dans la lettre de cadrage pour toutes les négociations. Donc je vous ai mis l'exemple de la clause Elsevier 2014-2018 et vous voyez que la clause parle d'un accès pour les membres réservé au titre acquis. Et donc l'accès doit être garanti soit via la plateforme de l'éditeur, soit via la plateforme développée par les opérateurs. Donc ça, c'est PANIST, en gros. Voilà. Mais c'est suffisamment flou dans la formulation pour que ça puisse s'appliquer à une autre plateforme. Si jamais PANIST, d'un point de vue technologique, était remplacé par une autre plateforme. Donc là, on parle bien de l'accès des abonnés à l'expiration du contrat. Et ce qui est aussi important, c'est que dans cette clause, on n'a pas du tout de notion de trigger event. Donc on dit juste que même si l'éditeur ne fait jamais défaillance, voilà, on doit pouvoir accéder via la plateforme nationale. Donc, actuellement, dans la lettre de cadrage des négociations, donc 2023 pour 2024, donc il y a 2 points. C'est donc la remise de l'ensemble des données et métadonnées pour chargement sur les plateformes d'archives nationales qui assureront la conservation des données sur le territoire national et la gestion des accès sécurisés à ces contenus. Ça, c'est l'accès PANIST, en gros. Donc la gestion des accès, elle est importante, Michel en parlera. Donc c'est pour dire aux éditeurs qu'il ne s'agit pas de récupérer leurs données pour les ouvrir à tout l'ESR, mais uniquement aux abonnés. Et c'est ce qu'on explique aussi. Et après, ça se forme. Ça, c'est dans la lettre de cadrage. Donc, ça sert de support aux échanges entre les négociateurs et les éditeurs. Et ensuite, ça figure également dans la lettre d'accord entre l'éditeur et Couperin. Et la lettre d'accord, c'est un document qui n'a pas de valeur contractuelle, mais qui nous sert à formaliser l'offre de l'éditeur. Donc il y a un certain nombre de points où l'éditeur va décrire sa ressource, les conditions d'accès, le public, etc. Et donc on a une clause sur l'accès pérenne. On demande s'il est garanti, sous quelle forme, pour quelle durée, etc. Et la lettre d'accord, elle sert notamment pour toutes les ressources qui ne font pas l'objet d'un groupement de commandes, parce que quand on a un groupement de commandes, on a les documents habituels d'un marché public avec un CCTP, un CCAP, et donc avec une clause d'archivage pérenne qui est incluse dans les documents contractuels. Mais pour la très grande majorité des ressources qui ne font pas l'objet d'un groupement de commandes, le document qu'on a et qui formalise, disons, ce sur quoi on s'est mis d'accord avec l'éditeur, c'est la lettre d'accord. C'est aussi important, parce que là, ça a une valeur contractuelle, de l'inclure dans la licence. Et c'est pour ça que ça figure dans la licence type Couperin. La licence type Couperin, c'est un document qui aussi sert de support aux négociateurs, parce qu'on a des éditeurs qui ne proposent pas de licence, ou on a des éditeurs qui proposent vraiment leur licence avec plein de choses qui ne nous conviennent pas du tout, notamment pour des éditeurs anglo-saxons. Et donc la licence type permet aux négociateurs d'avoir un point de comparaison et de savoir ce sur quoi il doit travailler et avancer avec l'éditeur pour que la licence soit conforme à ce qu'on attend. Alors, on a notamment des clauses sur le tribunal, en cas de litige. Voilà, les éditeurs anglo-saxons nous mettent systématiquement un tribunal aux États-Unis. On dit non, c'est le tribunal du lieu de l'abonné, tribunal administratif. Donc il y a ce genre de choses, par exemple, dans la licence type. Mais il y a des clauses aussi sur la définition des utilisateurs autorisés, des usages autorisés. Et donc on a un article 4 sur les droits d'archivage qui prévoit l'accès continu sur la plateforme de l'éditeur et le droit de verser les données sur le système de l'abonné. Et une annexe 4, droit d'archivage national, et qui concerne vraiment le dépôt des données sur PANIST. On met également à disposition une fiche PANIST pour les éditeurs, donc elle est faite par les collègues de l'INIST, en français et en anglais, pour expliquer aux éditeurs ce que c'est PANIST, pour aussi les rassurer, leur dire que non, il ne s'agit pas de donner accès à l'ensemble de l'ESR, même aux non-abonnés, mais qu'il y a une gestion des accès sécurisée et très stricte.
Voilà. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a sur Panis? Eh bien, quand même pas mal de choses. Je vous ai mis ce qui était déjà versé, ce qui était prévu. Donc ça, c'est c'est sorti du dernière réunion paniste entre Linist et Couperin. Donc on a les contenus de la licence nationale Elsevier jusqu'en 2022. On aura 2023, puisqu'on a un accord encore pour 2023, mais ce sera versé au cours du premier trimestre 2024, si je ne me trompe pas. Voilà. On a les revues Wiley 2017-2022, mais là, il n'y a pas d'ouverture de 3 parce que là, on n'a pas réussi à négocier avec Wiley l'absence de trigger event dans le contrat, mais l'accès est garanti sur la plateforme de l'éditeur. On a les revues IOP, de Institute of Physics, les revues Springer, l'American Physical Society également, et puis des e-books numériques premium. Donc vous allez me dire, c'est peu par rapport à tout ce qui est négocié. Mais ça demande déjà beaucoup de travail, et Michel en parlera. Voilà. Et pour ce qui est du programme d'acquisition des corpus d'archives, donc ISTEX, en gros, le programme se poursuit, mais de manière un petit peu différente. Donc, ISTEX a été inscrit dans la feuille de route des infrastructures de recherche du ministère. Et il y a 2 modes d'alimentation d'ISTEX, puisqu'on n'a pas réussi à avoir encore 54 millions pour racheter des archives. Mais en tout cas, il y a un versement sur ISTEX qui est prévu dans la licence nationale Elsevier, donc pour des données, disons, rétrospectives. Hein, pas pour, on essaye de réduire à chaque négociation l'écart avec le courant. Et Michel vous expliquera pourquoi c'est important, parce qu'il y a une différence de droit entre Panist et ISTEX. Il y a des choses qu'on peut faire sur ISTEX qu'on ne peut pas faire sur Panist. Et actuellement, ce qui est versé aussi sur ISTEX, ce sont les contenus qui sont concernés par le plan de soutien à l'édition scientifique française. Donc, je vous ai mis les éditeurs. Et également les achats qui sont effectués dans le cadre du programme acquisition du GIS Colex Percé. Donc là aussi, sous forme de licence nationale, plutôt des ressources de niche et qui sont complémentaires de ce qu'on peut acheter en local. Et vous trouvez la liste des acquisitions sur le site de Colex Percé et également sur le site licence nationale de l'ABES. Et donc, pour conclure, voilà, on est passé d'une situation, enfin, d'un effet d'opportunité avec la licence, la négociation Elsevier en 2013 à une politique systématique de la part du consortium, parce que maintenant c'est vraiment intégré dans les négociations Couperin, en s'appuyant sur une plateforme nationale pour s'affranchir des politiques des éditeurs et garantir la souveraineté sur les données souscrites. Ça permet aux bibliothèques d'assurer leur mission de conservation et de mise à disposition du public. Ça renforce aussi la position du négociateur face à l'éditeur, puisque ça réduit un peu les risques de rupture d'accès en cas de rupture de contrat ou de rupture de négociation, puisque là, on n'est plus dépendant de l'éditeur. Mais, comme vous avez pu le voir, sur Panist, on a peu de choses par rapport à la centaine de ressources qui est négociée par Couperin, parce que clairement, voilà, ce n'est pas forcément la priorité. On a des éditeurs qui sont réticents, parfois, parce qu'ils ont mis, par exemple, en place leur propre système. Par exemple, l'American Chemical Society vend l'accès pérenne à ces archives. Donc, elle n'a aucun intérêt économique à nous livrer des données sur Panist. En revanche, les vendre pour ISTEX, là, oui, ils ont un très fort intérêt économique. Donc, on essaye de concilier les deux. Clairement, la priorité, quand même, dans la négociation, c'est la maîtrise des coûts d'abonnement. Alors, parfois, quand on n'arrive pas trop à jouer sur le taux d'inflation, on essaye de jouer sur l'aspect qualitatif de l'offre et, par exemple, d'obtenir des versements sur Panist. Et puis, actuellement, voilà, ce qu'on entend à l'étranger, c'est une remise en cause par certains éditeurs de ces droits d'accès pérenne du fait des développements des accords de publication et de lecture, puisque certains éditeurs commencent à dire qu'en fait, il n'y a plus de notion dans
ces accords-là, il n'y aurait plus de notion d'abonnement, mais ce serait un peu comme du streaming. Voilà, donc certains s'appuient là-dessus et certains aussi disent, mais dans un monde où tout est en open access, est-ce encore à le rôle et la mission de l'éditeur d'assurer la conservation pérenne des contenus qu'il a produits. Voilà, Donc, merci déjà de m'avoir invité à cette conférence. Moi, mon intervention va être sur le rôle de l'INIST sur les archives pérennes, avec un focus sur ISTEX et PANIST. Donc, je vais commencer par une présentation très très rapide de l'INIST. C'est un petit rappel. Donc, moi, je suis Michèle Bontou, je travaille à l'INIST. Donc, vous le savez tous, c'est un institut, c'est l'Institut d'information scientifique et technique qui est basé à Nancy, qui regroupe 150 agents. Et c'est une unité d'appui et de recherche du CNRS et qui a plusieurs missions, de fournir des outils et des services. Donc c'est vraiment très technique, hein, c'est spécialiste en information scientifique et technique. Et on a les missions de fournir des outils et des services permettant l'accès, la diffusion, la valorisation et l'analyse et la fouille des produits de la recherche. Alors pour le CNRS, mais également pour l'ESR. Et on entend par les produits de la recherche l'ensemble des informations produites par la recherche. Ça comprend bien sûr les publications, mais également les données et les codes logiciels. Je passe à la suite. Donc, l'INIST déploie ses services autour de 3 activités. Le premier, c'est faciliter l'accès à l'information scientifique. Le deuxième, c'est valoriser les données de la recherche. Et le troisième, c'est analyser et fouiller l'information scientifique. Il faut savoir que l'INIST est organisé autour de ces 3 axes et ces 3 activités en 3 départements. Et donc, j'en reviens à ma petite personne, je suis responsable du département accéder à l'information scientifique. Donc dans ce département, on a en charge un certain nombre de produits et services, le développement de BIPCNRS, de Click and Read, la négociation et l'acquisition des données, enfin du droit d'accès pour BIPCNRS, pour le CNRS donc, EasyMesure, EasyParse qui fait de la mesure des usages, et l'administration, oh il est tombé, je le remue trop, l'administration du portail ALCNRS. Et on a conjointement avec le département analysé et fouillé l'information scientifique la charge d'ISTEX et de PANIST. Donc nous sommes les opérateurs techniques, j'en viens au sujet du jour, nous sommes les opérateurs des plateformes des archives ISTEX et PANIST. Alors ça veut dire quoi ? Être opérateur, c'est-à-dire que nous avons en charge 3 activités principales autour d'ISTEX et PANIST. La première, c'est l'hébergement, sur nos serveurs de ces archives, c'est-à-dire que les données des éditeurs sont transférées sur nos serveurs. Le deuxième activité, qui n'est pas des moindres, qui pourtant paraît simple, c'est l'alimentation, c'est la récupération auprès des éditeurs des données, et ensuite le contrôle de ces données, contrôle qualité et contrôle du contenu. Et donc après le chargement sur ces archives. Et le troisième point, c'est fournir des services autour d'ISTEX et PANIST, notamment des services d'accès. Alors, là, on est un petit peu, pas forcément tout à fait d'accord. Moi, j'estime que c'est quand même de l'archivage pérenne, parce que même si on ne répond pas forcément à toutes les normes qui sont de vigueur sur l'archivage pérenne, nous faisons de l'archivage pérenne parce que les données sont déversées sur nos serveurs, les données éditeurs, et ces données, nos serveurs sont suivis, continuent à évoluer depuis 10 ans maintenant qu'ISTEX existe, et que PANIST aussi. Les serveurs changent de version et on fait une veille pour que toujours cette archive soit accessible. Donc pour moi, c'est quand même un archivage pérenne. Alors après, on joue sur les mots, effectivement. Mais je suis d'accord, effectivement, avec Adeline, c'est bien de l'accès pérenne. Parce que on donne accès à des ressources qui ont été négociées, quelle que soit l'issue des négociations, et indépendamment des plateformes éditeurs, puisque les données sont rapatriées sur nos serveurs. Et puis on fait de l'accès pérenne aussi, parce que c'est pas simplement avoir ces archives pour avoir ces archives, mais c'est bien pour offrir des services d'accès à ces archives. Alors, effectivement, il y a des bémols entre ISTEX et PANIST. Et justement, comment s'articulent ISTEX et PANIST? Alors, c'est des archives qui sont complémentaires, puisque c'est sur des périodes de temps qui s'additionnent. ISTEX a pour vocation d'être des collections rétrospectives. Et initialement, dans la première phase d'ISTEX, ça allait jusqu'en 2001. Et ensuite, on a les archives plus courantes qui sont effectivement depuis 2002 et qui sont dans PANIST. Alors, effectivement, ISTEX en contenu est beaucoup plus modeste, PANIST est beaucoup plus modeste qu'ISTEX, puisque dans ISTEX, nous avons une trentaine d'éditeurs, ça couvre 700 ans, et dans PANIST, nous avons moins d'une dizaine d'éditeurs. Donc, c'est des
c'est des complémentarités, mais qui sont un peu différentes. En plus, il y a quand même une grosse différence entre ISTEX et PANIST. C'est des cadres juridiques différents et des finalités qui sont complètement différentes. Effectivement, comme l'a dit Adeline, ISTEX, il a pour vocation d'être une archive, mais qui est ouvert à tout l'ESR. C'est-à-dire que c'est d'avoir une archive pour pouvoir l'ouvrir à tous. Donc c'est vraiment dans une volonté d'ouverture. Alors que PANIST, c'est plutôt un plan B en cas de rupture de la négociation avec l'éditeur, continuer à avoir cet accès, et c'est en fait pas ouvert à tout à l'ESR, mais c'est ouvert aux abonnés, aux groupements de commandes, lors des établissements abonnés, lors des négociations avec les éditeurs. Et on a en fait une liste d'ayants droit pour PANIST qui varie en fonction de chaque éditeur. Ce qui n'est pas le cas pour ISTEX. Quand on accède à ISTEX, on accède à tout ISTEX. Il y a aussi un cadre différent au niveau des services qu'on offre autour d'ISTEX et PANIST. Autour d'ISTEX, la volonté aussi initiale dans ISTEX, c'était de faire de la fouille de texte, de fournir des services de TDM et d'extraction de corpus sur ISTEX, ce qui n'était pas le cas sur PANIST. Alors là, il y a un tout petit bémol, c'est que depuis peu, il y a la directive européenne qui dit qu'à partir du moment où on a acquis le droit d'accès à des données, on doit pouvoir faire du TDM dessus. Donc on est en train de réfléchir comment mettre ça en application, parce que c'est pas si évident que ça, c'est pas d'un point de vue technique, mais c'est d'un point de vue, puisque c'est pas tout le SR qui a accès, comment après on gère les droits de faire du TDM sur PANIST. Donc tout ça est à l'étude, pour l'instant on ne respecte pas cette préconisation. Alors par contre ils sont complémentaires aussi, parce que ISTEX a PANIST est la petite sœur, on va dire, ou le petit frère, la petite sœur d'ISTEX, ils ont le même socle technique. C'est-à-dire qu'on a essayé de mutualiser les moyens, puisqu'on est opérateur technique, et sur PANIST, on n'a pas eu d'aide, comme tu le soulignais tout à l'heure. Et du coup, on a essayé de mutualiser les moyens, parce que ça se ressemble quand même fortement, ces deux archives. Alors, maintenant, je vais vous faire un petit focus sur ISTEX, puis ensuite sur PANIST. Donc, je vais faire de la redite, là, hein, je m'en excuse par avance. Donc, c'est bien des collections rétrospectives, multilingues et multidisciplinaires, qui ont été acquises effectivement dans le cadre d'un certain nombre de programmes. L'idée, c'est vraiment de mettre à disposition ces données pour ISTEX de tout le SR. Et ça se fait via la plateforme nationale qui a été développée effectivement par l'opérateur technique que nous sommes, c'est-à-dire l'INIST. Et c'est bien un service pour l'ESR. ISTEX, juste un petit peu d'historique, mais tu l'as fait tout à l'heure. ISTEX a été un projet qui a duré de 2011 à 2018. Et c'était un projet qui a été créé dans le cadre des programmes d'investissement d'avenir du ministère. Donc c'était une volonté nationale du ministère d'offrir un service d'accès à tout le SR. Et c'est un projet qui s'est fait conjointement avec un certain nombre de partenaires, donc le CNRS, effectivement, l'ADBES, Couperin, l'Université de Lorraine et la CPU, France Université maintenant, mais tu l'as dit tout à l'heure. Et en fait, quand le projet s'est terminé en 2018, ISTEX est resté quelques années sans modification, tant en termes d'acquisition qu'en termes de développement. Il y avait juste de la maintenance, on va dire, pas évolutive, mais de la maintenance applicative pour continuer à être toujours au bon format, etc., au bon logiciel. Mais il ne se passait plus rien. Et en 2022, effectivement, ISTEX a été une des 108 infrastructures de recherche qui étaient inscrites dans la feuille de route du ministère. Et donc, il y a eu des nouvelles fonctionnalités qui ont été ajoutées. Donc, on a fait beaucoup plus d'exploration. En termes d'exploration, on a la volonté d'offrir de nouveaux services et au niveau du TDM, d'accentuer les services de TDM qu'on offre autour d'ISTEX. Et puis, c'est aussi un changement de paradigme au niveau des acquisitions, parce que là, jusque-là, ISTEX était une collection rétrospective, et à partir de 2022, on a décidé d'y mettre des choses beaucoup plus récentes. Par exemple, on a EMS qui a fourni et on a acquis 202, je sais plus, enfin bref, e-books, mais qui sont surtout de 2003 à 2022. Donc une volonté de sortir de cette idée de collection rétrospective et d'aller un peu plus sur des choses plus récentes. Alors, effectivement, ISTEX est ouvert à tout le SR, un petit bémol près quand même. C'est accessible par adhésion. Il faut adhérer auprès de l'ABES. Il y a 372 établissements de SR qui adhèrent. Et donc, c'est une adhésion pour 3 ans avec une souscription annuelle. Je ne sais pas si c'est le bon terme, souscription. Mais à partir de là, à partir du moment où on adhère à ISTEX, on accède à tout ISTEX, quel que soit l'éditeur et quelle que soit la donnée. Alors, je parle beaucoup d'accéder à ISTEX. Comment ça se passe ?
Alors là, c'est là où l'INIST a apporté son savoir-faire. L'idée, dès le départ d'Istex, a été de ne pas faire une énième plateforme d'accès qu'on mettrait et qui serait une énième plateforme. Donc l'idée, c'était d'intégrer des services directement dans l'environnement numérique de travail des établissements pour que ce soit un petit peu transparent cet accès à cette archive. Donc l'INIST a fourni un certain nombre de choses, dont l'API Istex et le widget Istex, qui sont directement intégrables dans l'espace numérique sur le portail documentaire ou sur l'ENT des établissements. Alors, dit comme ça paraît très simple, c'est pas si simple que ça, donc c'est pourquoi on a mis en place un démonstrateur qui a vocation effectivement d'interroger Istex, mais qui permet aussi, qui est surtout à visée pédagogique. Donc on peut utiliser le démonstrateur pour interroger Istex, mais surtout c'est pour voir comment intégrer effectivement les API et les widgets Istex. Après, Istex est considéré comme un réservoir finalement relativement normal, classique, et on peut l'interroger par l'extension de navigation navigateur click and read, qui permet que vous installez et qui permet d'accéder au texte intégral en un clic si vous avez le droit à un document et qui vous signale sur tous ces documents via le petit bouton click and read. Donc Istex est interrogeable par click and read. Il est interrogeable comme un autre réservoir dans BIP CNRS, mais simplement c'est pour les ayants droit CNRS, bien sûr. Vous pouvez l'intégrer aussi dans Google Scholar en activant la bibliothèque Istex. Dans ce cas-là, vous avez le petit bouton Istex qui apparaît. Il est intégré aux outils de découverte EBSCO, Ex Libris. Et il y a un nouveau mode d'accès qui a été rajouté il y a quelques temps, donc je ne me rappelle plus exactement, peut-être un an ou deux, qui est la revue de sommaire. Parce qu'en fait, Istex apparaissait comme une grosse boîte dans laquelle on ne savait pas forcément ce qu'il y avait. Et en fait, la possibilité de naviguer par une revue de sommaire a été ajoutée. Et à cette possibilité de naviguer a été rajoutée la possibilité d'exporter des sélections de titres. Alors, Istex en quelques chiffres, Adeline l'a déjà dit, donc je vais passer très vite. 28 millions de documents, plus de 10 000 revues, 437 000 e-books. On y retrouve les principaux éditeurs scientifiques, donc ce n'est pas un secret, ce n'est pas un scoop non plus. Elsevier, Wiley et Springer, mais il faut savoir quand même que ces trois éditeurs représentent 74% du fonds. On y retrouve plus de 9000 revues dans Istex. On y retrouve tous les domaines scientifiques. Et comme c'était une collection rétrospective, on y trouve 700 ans de publication. Mais je veux apporter une petite précision par rapport à ça. Ce n'est pas forcément écrit réparti dans le temps. C'est-à-dire que même si ça va du 15e au 21e siècle, ce n'est pas écrit réparti. Et en fait, 90% des documents sont publiés depuis 1950. 62% sur les 30 dernières années. Donc on trouve quand même des choses qui ne sont pas forcément très très récentes. Il y a seulement 4% des documents qui ont été publiés avant 1900. Voilà. Au niveau des mathématiques, je vais juste faire un tout petit focus pour dire qu'on a recensé, j'ai posé des questions avant de partir, 1,5 million de documents qui sont apparentés, on va dire, aux mathématiques, ce qui représente 2800 revues au sens ISSN différents. Alors Panist, donc Panist, effectivement, ça a vu le jour, la première version de Panist lors de la négociation Elsevier, qui était un peu tendue, mais c'est un pléonasme peut-être, en 2013, et on a demandé donc à l'époque de faire dans toute hâte ce réservoir Panist. À l'époque, on avait été un peu pris de vitesse, nous à l'INIST, et Istex n'était pas encore fini de développer. Donc on a fait un développement un petit peu rapide pour pouvoir effectivement intégrer les données d'Elsevier. Une deuxième version lors de la négociation suivante, en janvier 2019, a été faite de Panist, et cette fois-ci elle a été calquée complètement sur Istex. Donc effectivement, c'était à la demande de Couperin et du ministère, et c'est opéré par l'INIST, et c'est bien pour les ayants droit, via la clause Panist qui conclut avec les éditeurs. Donc c'est un plan B en cas de rupture du contrat, enfin des accès. Malgré tout, comme l'a expliqué tout à l'heure Adeline, on peut y accéder quand même par click and read. Donc par click and read, vous pouvez retrouver les données qui sont dans Panist, à condition bien sûr d'y avoir droit. Alors les principaux éditeurs de Panist, je vais passer très vite dessus parce que tu l'as déjà développé, c'est Elsevier et Springer, mais j'ai remis en face Istex pour montrer la complémentarité et le fait que tu l'as évoqué aussi tout à l'heure, sur Istex, sur Elsevier, maintenant on commence à avancer dans le temps, on ne s'arrête plus à 2002. Alors après, donc concrètement, qu'est-ce qu'on a dans cette archive? Donc les éditeurs
nous fournissent, ou ne nous fournissent pas d'ailleurs, les corpus. Et là, il y a un gros travail que j'ai évoqué rapidement tout à l'heure, qui est le travail de contrôle de la qualité des données qu'on reçoit. Donc déjà, il faut se battre pour avoir les données. Ensuite, il faut vérifier que les données qu'on reçoit soient dans le bon format et qu'on a bien les données qu'on attend. Il faut aussi vérifier que, d'un point de vue format, mais il faut bien aussi vérifier qu'on attendait des années, on attendait des revues, est-ce qu'on a bien tout ce qui va bien, est-ce qu'il n'y a pas de trous dedans, etc. Et c'est un travail qu'on a bien un PDF avec les métadonnées qui vont bien, est-ce que tout correspond bien, est-ce qu'on n'a pas n'importe quoi, parce qu'on a souvent n'importe quoi. Et une fois qu'on a fait ce contrôle et N allers-retours avec les éditeurs, on a enfin les données qui sont prêtes à être chargées. Et là, nous, on a aussi un gros travail à faire parce qu'on fait un travail, on ne les charge pas tel quel. On charge effectivement le texte intégral, mais elles sont livrées avec des métadonnées et on fait un travail d'homogénéisation de ces métadonnées pour pouvoir après les interroger plus facilement. Et donc on reformate ces données parce que chaque éditeur a son propre format. On n'a pas réussi à aboutir que chaque éditeur nous donne les données déjà dans un format identique. Donc nous reformatons ces données et nous en profitons, ces métadonnées, donc c'est du XML en mode STEI, et nous en profitons pour les enrichir, pour avoir une interrogation, pour permettre d'avoir des interrogations plus abouties, plus poussées. Et une fois qu'on a tout ça, effectivement, les textes intégraux sont chargés sur nos serveurs et accompagnés des métadonnées qui vont bien pour l'interrogation. Et là, ils sont disponibles, en tout cas pour Istex, pour faire du TDM dessus. Et ils sont aussi pour Istex téléchargeables massivement. Alors, c'est-à-dire massivement des corpus ou des sous-ensembles. Du coup, j'allais dire autre chose qui m'a échappé. Oui, et donc, ce que nous avons développé aussi, c'est la gestion des droits d'accès, à la fois sur Istex et sur Panist. Et là, pour le coup, ils sont complètement différentes. Mais en tout cas, à chaque fois qu'on accède à une donnée, effectivement, il y a ce contrôle d'accès qui a été développé. Alors, pourquoi plutôt une solution complètement, on va dire, maison CNRS Inist plutôt que d'avoir Lox ou Portico ou une solution clé en main. Donc il y a un certain nombre de choses. Là, il y a beaucoup de coûts qui sont au niveau de la maintenance et du développement, effectivement. Mais ça nous permet en fait d'avoir la main mise complète sur ces développements, de ne pas dépendre des évolutions d'une solution qu'on aurait pu prendre et pouvoir aussi faire des services à valeur ajoutée et toujours les faire évoluer et de coller au plus près des demandes de nos utilisateurs. Donc on apporte, c'est un coût élevé effectivement en maintenance tant informatique, puisqu'on a fait des développements informatiques et puis aussi en maintenance et pour faire les livraisons, en fait, pour contrôler ces fameux corpus qui nous arrivent. D'un point de vue hébergement, effectivement, Adine l'a dit, les données, là, elles ont l'avantage d'être hébergées sur le territoire français. Et ça, c'est pas anodin. Et puis, c'est plus facile de négocier auprès des éditeurs. Les éditeurs, en général, ne veulent pas qu'on rediffuse les données sur des serveurs externes. Et c'est extrêmement difficile qu'ils acceptent ça. Donc, quand c'est sur un serveur local, ou du moins géré par le CNRS ou par l'ESR, ça leur va mieux. Et puis au début d'Istex, effectivement, la question s'était posée en disant mais peut-être que l'INIST peut faire tous les développements annexes, mais stocker ces données au CINES ou ailleurs. Et en fait, ça avait été jugé beaucoup trop coûteux par le ministère, et c'était beaucoup moins coûteux que l'INIST prenne en charge ça. Alors voilà, pour terminer, en résumé, un tout petit résumé. Donc effectivement, ce sont des archives qui contiennent les ressources courantes et les collections rétrospectives. C'est donc les documents texte intégral accompagnés de métadonnées et qui permettent en fait d'avoir un service d'accès qui est intégré directement à l'environnement local, qui est interrogeable ces archives par des moteurs de recherche tels que, alors j'ai mis puissance et très pompeux, tels que Click and Read ou Bip CNRS. Et puis on fournit d'autres usages, par exemple des outils de fouille de texte ou des exports de corpus, et pourquoi pas d'autres services plus tard. Voilà, je vous remercie. On a besoin de micro. Merci. Merci à toutes les deux pour votre présentation.
C'est le temps des questions-réponses. Merci. J'avais une question un peu théorique. Qu'est-ce qui se passerait si un éditeur en accès ouvert diamant contactait Istex pour verser ses collections, finalement, en considérant que Istex ou Panist soit une solution d'archivage fiable, plus fiable que ses propres ressources lui permettent? Alors ça... Parce que là, on est dans une logique de chercher des droits auprès des éditeurs qui ne veulent pas forcément les donner. Mais si l'éditeur se présente de lui-même... Sur Istex, ça ne poserait pas de problème particulier. On met des ressources libres déjà. Elles pourraient effectivement être hébergées. Oui, totalement. Ça pourrait être sur Panist, alors là, j'avoue ne pas savoir répondre à cette question parce que c'est quand même très particulier sur Panist. Hein. Et ça n'aurait peut-être pas d'intérêt, justement. C'est là où la différence entre Istex et Panist. L'idée, là, c'est on orienterait vraiment vers Istex parce que sur le coup, Panist n'a pas du tout cette finalité-là. Hein. C'est un levier de négociation. Hein, voilà. Alors que Istex, voilà, c'est pour offrir de l'accès. Donc ça aurait tout à fait du sens, effectivement, à ce que ces données soient dans Istex. Ok, merci. Il y a déjà les, comme je disais tout à l'heure, il y a déjà les éditeurs qui font partie qui sont soutenus par le plan de soutien à l'édition scientifique française qui versent leurs données aussi sur Istex. Donc effectivement, il n'y a aucun obstacle. D'autres questions? Est-ce que c'est toujours la même équipe qui est avec... Parce que l'équipe, à l'origine, il y avait Thévenin, des gens comme ça. Touvenin, voilà, c'est ça. Et puis, je vois, ils étaient deux. Et Stéphane Gulli voilà, et Laurent Schmitt. Absolument, voilà. c'est ça. Effectivement. Ils sont excellents, hein, c'est du top de top. C'est tout en open source, c'est du... Oui, en plus, oui. On a ultra. Hein. Oui. Et je suis contente que ce soit toujours eux qui soient à la manœuvre, parce qu'ils sont vraiment Stéphane Gulli a quitté l'INIST, maintenant il est directeur informatique à la BES, donc il n'y est plus. Il est monté dans Nicolas Touvenin, effectivement, est mon homologue. Je vous ai dit tout à l'heure qu'Istex et Panist étaient portés par 2 départements. Ouais. Donc c'est mon homologue, je vais y arriver, sur Fouillé. Et lui, pour l'instant, il s'attelle plus à la fouille de texte. D'accord. Donc voilà. Mais il continue à travailler. Effectivement, c'est l'équipe qui continue à travailler dessus. Et c'est pour ça que c'est un travail conjoint entre les 2 départements. Il y a travail d'informaticien et de chargement. Donc on se répartit la tâche entre les 2. D'accord. Voilà, Dolores qui fait aussi le portail BIPS CNRS que vous connaissez certainement. Voilà, elle est aussi en charge Panist. Et sur Panist, on a la moitié des équipes qui est dans un département qui s'occupe du chargement dans Panist et l'autre partie sur Istex, mais avec les mêmes outils. Donc c'était pour se répartir la charge en fait d'Istex et de Panist entre 2 départements. Donc on a tiré à pile ou face. C'est pas Nicolas, désolé pour vous qui est venu, mais c'est moi. Non, mais bravo en tout cas, merci. Je rebondis sur la question précédente. Vous êtes combien alors finalement en tout, à peu près? Alors sur quoi? Sur Panist et sur Istex. Alors c'est très difficile à aborder dans ces termes-là parce qu'en fait, oui, bien sûr, typiquement, sur Istex, sur Panist, on n'est pas tant, quoique. On est 3 personnes. Il y a Christine Velmico, effectivement, qui est océaniste et qui est à Couperin, donc qui est plus sur la partie négociation. Il y a Dolores, qui est plus pour la partie chargement accompagnée d'une personne. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, purement alimentation. Par contre, pour la partie développement, comme les développements sont communs entre Istex et Panist, là, c'est plus Nicolas Touvenin de l'autre département. Et là, ils sont plus. Mais on ne peut pas dire en plus, il y a tant de personnes, donc ils font aussi les chargements dans Istex. Donc là, ils sont 3 personnes. Alors, ils ne font pas ça qu'à temps plein aussi, c'est très, très, très difficile. Et en plus, ils font beaucoup de services autour du TDM qui sont effectivement sur Istex. Mais l'idée aussi, maintenant, c'est que ces services de TDM, on l'offre sur d'autres corpus que les corpus Istex. Vous avez un corpus qui vient d'où vous voulez, vous pouvez avoir ces services TDM. Donc en fait, quand je disais tout à l'heure que les coûts étaient assez élevés en ressources humaines, oui, mais on les mutualise pour offrir un certain nombre de services partout. Donc ça profite à Istex, Panist, mais aussi à tous les services qu'on peut offrir au niveau de l'INIST. En tout cas, chapeau, parce que merci. Les services que vous rendez sont... merci, ça me fait plaisir. Je dois vous avouer, par exemple, que pour ma part, je suis complètement accro à Quick Android, donc voilà, par exemple.
Eh ben merci, Voilà. j'en ferai part aux équipes qui sont... Et j'avais donc une question aussi pour Adeline. Donc tu soulignais que certains éditeurs désormais commençaient à dire oh bah puisqu'on a des accords read and publish, finalement l'archivage, est-ce que voilà on se transforme en plateforme de streaming finalement voilà. Donc est-ce que tu pourrais en dire un peu plus sur ces éditeurs-là et quels moyens de pression vous avez ou pas pour En fait, pour ne pas le nommer, c'est Springer qui a ce discours-là. En fait, bon, c'est un discours qu'on a entendu à la dernière conférence de Berlin sur l'open access de la part du vice-président de Springer qui était là et qui expliquait que voilà, dans un monde où tout est en open access et où donc l'éditeur n'est plus titulaire de l'ensemble des droits, puisque les licences Creative Commons sont appliquées sur les articles, eh bien, ce n'est plus forcément de la responsabilité de l'éditeur d'assurer la conservation pérenne des contenus qu'il produit. Voilà. Donc, ils ont lancé ça comme ça, doucement. Le corollaire de ça, c'est qu'effectivement, enfin, on le voit aussi à l'étranger, donc ils disent, bah, puisque de ce fait, quand vous avez ils nous disent, quand vous aurez un accord avec nous, il n'y a plus d'abonnement. Vous négociez plutôt un service de publication. Donc, vous perdez des droits d'abonnement. En plus, vous avez le droit de publier dans toutes les revues, et donc pas seulement dans les titres historiques. Donc, vous abonnez à un service de publication. Donc, c'est plus un publish and read, auquel ils ajoutent un fee, des frais, voilà, des droits de lecture. Et donc, ça devient un peu, oui, une plateforme de streaming. Voilà. C'est ce qu'on commence à entendre. Et vous pensez arriver à le seul, pour l'instant, le seul éditeur que j'ai entendu, vraiment, c'est Springer. De la part des autres éditeurs, on l'a pas entendu. Même dans des négociations, voilà. Mais on dit si Springer le lance, ils ont été les premiers à lancer les APC, donc ça veut être innovant, voilà. Donc ça risque de se développer aussi chez d'autres éditeurs aussi. Voilà. Après, la position française, voilà, de négocier, d'intégrer les clauses d'archivage, d'accès pérenne aux années souscrites dans les documents de négociation. D'avoir des plateformes nationales, c'est quelque chose de très unique. La majorité des consortia à l'étranger ne font pas ça, s'en remettent aux politiques des éditeurs. Donc, vous avez entendu Natosing ce matin, donc vous voyez les différences par rapport à ce qu'on fait en France. Et quand on discute avec les autres consortia, ils nous disent bien que ce qu'on fait, même si on peut avoir l'impression que Panist ou Istex, disons Panist plutôt dans ce cas-là, ce sont des boîtes noires, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, on ne sait pas trop à quoi ça sert, comment c'est possible, etc. Mais parce que c'est vrai que c'est pas, y a pas, comme le disait Michel, il n'y a pas de plateforme paniste, donc on y accède sans forcément s'en rendre compte. Ou alors, effectivement, on voit ça comme un plan B pour garantir de l'accès en cas de rupture avec un éditeur. Il faut savoir que c'est quand même rarissime. L'éditeur, même quand on rompt des négociations, que ça dure, l'éditeur coupe rarement les accès. Donc c'est vrai que cette notion de plan B, voilà, on ne dit pas aux chercheurs allez sur Panist, mais on sait, nous, quand on négocie, qu'on a les données, qu'elles sont chez nous, et que même si l'éditeur, à un moment, décide de rompre, les chercheurs ne se retrouvent pas du jour au lendemain, le 1er janvier de l'année, paf, au bord de la falaise avec plus rien. Voilà, donc ça renforce la position des négociateurs, et les consortia étrangers nous le disent, nous disent bien, vous avez de la chance parce que vous avez, notamment avec les trois grands, disons, vous avez les archives. Et d'ailleurs, l'Allemagne, qui vient de conclure un accord dans le cadre du consortium Deal avec Elsevier, a acheté des archives. Alors j'avais une question un peu naïve, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Moi, il m'avait semblé avoir compris lors d'une intervention précédente qu'il n'y avait plus de chargement sur Panist, que c'était en pause depuis 2019. Donc là, vous nous dites que depuis 2022, il y a une nouvelle directive. Donc est-ce que ça veut dire qu'il y a de nouveau
des chargements sur Paniste? Il y en a toujours eu, en fait. Ils ont été suspendus un petit peu. Il y a eu un moment où, effectivement, on a arrêté, mais c'était un problème technique de charger des choses sur Paniste, au moment où on a basculé effectivement sur le socle, le même socle qu'Istex. Donc on a arrêté de charger des données parce qu'on n'était pas prêt pour le faire, mais il n'y a pas eu de cause autre que technique. Voilà. Donc les chargements continuent, les négociations, je pense, continuent au niveau de Paniste. Donc Paniste continue en tant que tel. Voilà. Bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la suite. Je tiens à préciser que... Ah. Oui, vas-y. Le corollaire de la question, c'est quid des chargements, justement, parce que vous avez dit prévus, etc. Enfin, les chargements présents, prévus, mais prévus sur Paniste. Oui. Sur Paniste, eh ben, y a plein parce de que pour l'instant, si j'ai bien compris, il n'y a pas grand-chose. Donc vous, là, vous nous clair. avez montré plein d'éditeurs, mais pour l'instant, ils n'y sont pas concrètement. On est bien d'accord. Non, parce qu'on n'a encore pas reçu toutes les données, tout simplement. Ou que quand on les reçoit, eh ben, c'est n'importe quoi. Il n'y a pas tout. C'est des faux. Voilà, c'est des choses qui sont inexploitables. Et donc, il faut repartir sur c'est presque une négociation avec les éditeurs pour obtenir les documents. Donc, on est bien d'accord que pour l'instant, il n'y a que Elsevier et Springer. Ou est-ce qu'il y en a d'autres? Il y a Wiley, IOP. Ils y sont vraiment dedans, d'accord. Ouais, alors peut-être pas toutes les années. D'accord, Voilà. il n'y a pas toutes les années. Mais on y travaille d'arrache-pied. Et justement, on parlait de Dolores Dardenne et d'Edith qui travaillent d'arrache-pied à ça. Et donc, alors, je ne me dédouane pas, hein, c'est indépendant de notre volonté parce qu'on a beaucoup de mal à obtenir les données des éditeurs qui ne sont pas non plus, franchement, enthousiastes et qui mettent de la mauvaise volonté. Et puis, les données sont vraiment pas de bonne qualité souvent. Donc, soit on charge n'importe quoi, soit on fait attention, on essaye de charger des choses qui sont correctes. Parce qu'en plus d'avoir les données, en plus d'avoir les données et les métadonnées, il faut aussi avoir les fichiers de droit qui correspondent. Oui. Et c'est ça aussi qui est compliqué à obtenir de la part des éditeurs. C'est pour ça qu'on a fait, qu'il y a maintenant les fiches Paniste pour les éditeurs. Alors il y a aussi un lien aussi à renforcer, je pense, avec les négociateurs du courant qui ne sont pas forcément tous au point. Voilà, moi-même, j'ai commencé à négocier pour l'American Physical Society en 2014. Donc, Paniste démarrait et on s'est rendu compte que l'éditeur, très facilement, voulait bien nous donner des CD-ROM d'archivage. On a récupéré des CD-ROM qu'on a stockés pendant des années à l'INP Toulouse qui portait un groupement de commandes. Sauf que on ne savait pas comment faire après. Et donc maintenant, l'INIST récupère des CD-ROM à traiter. Mais c'est aussi parce que en 2014, quand on a commencé, on n'avait pas encore toute cette expertise maintenant sur ce qu'on attend des éditeurs. Donc on a aussi besoin du côté des négociateurs de monter en compétence sur les sujets pour savoir exactement, quand on demande un versement sur Paniste, ce qu'on attend. Et après, c'est un suivi pour suivre tout ce qui s'est passé, les échanges avec IOP. Ça dure pendant des mois pour que l'éditeur, après, comprenne ce qu'il lui faut. On a des questions d'éditeurs, reprendre l'APS, c'est vous voulez plus de CD-ROM, est-ce qu'on peut vous faire une clé USB, un DVD? On a ce type de questions. Donc, c'est pour ça que c'est long à faire. Et puis initialement, on n'avait pas demandé non plus de format particulier, on avait dit donnez-nous les données. Et là maintenant, effectivement, dans la fiche Paniste que tu as évoquée, on précise aussi lors de la négociation qu'on veut les donner, telle donnée, avec tel contenu, etc., pour avoir un minimum de richesse quand même, et pas n'importe quoi. Juste une petite question concernant le financement. Alors, vas-y. Je voulais revenir sur la question de l'adhésion à ISTEX. C'était ça, Elisabeth, la question peut-être? Non. Voilà, je voulais revenir là-dessus parce que j'ai entendu plusieurs versions et j'aimerais bien comprendre si un établissement de l'ESR ne souscrit pas l'adhésion, est-ce qu'il a quand même accès aux données ISTEX? Je pense que non, mais je peux creuser cette question, mais on a effectivement un contrôle d'accès établissement par établissement, donc je pense qu'on a ce contrôle d'accès. Ça veut quand même dire que, du coup, un établissement qui avait souscrit à un abonnement... pas un abonnement, une adhésion. ISTEX. Oui, pour ISTEX, oui. Pour Paniste, non, c'est définitif. Oui, c'est définitif. Paniste.
Bon, j'ai juste une petite question concernant le financement du ISTEX, mais surtout aussi PANIST, parce que bon, c'était vraiment aussi de ma part peut-être un malentendu. J'ai cru comprendre que c'était terminé. Mais alors, qui finance et est-ce que c'est un financement plutôt pérenne ou est-ce que ça a des... Il n'y a pas de financement en fait. C'est sur les... Non, sur PANIST. Sur PANIST, c'est dans les missions de l'INIST de faire ça. C'est le CNRS qui finance ça, comme il finance quelque part BIP CNRS ou d'autres choses. Voilà. Okay. Donc c'est pour tout le SR, mais c'est un financement. Pour ISTEX, par contre, on a effectivement une partie des adhésions qui nous sont reversées chaque année et qui nous permettent en fait, à la fois de continuer à faire des développements informatiques. Donc PANIST en bénéficie un petit peu finalement, puisque par ricochet, et qui permettent aussi d'acquérir des... Non, pas nous, non. En fait, il y a 80% des adhésions qui sont reversées à l'INIST. Pardon. Il y a 80% du montant des adhésions. Le total des adhésions, je crois que c'est dans les 300 000 euros. Et donc il y a 80%, si je ne me trompe pas, qui sont reversés à l'INIST et 20% qui vont à la baisse. Voilà. Bien, juste un mot. Ces adhésions, effectivement, servent pour le développement, mais aussi pour la maintenance des serveurs. Effectivement, pour avoir toujours des serveurs qui sont sauvegardés, H24, qui soient toujours dans la dernière version, qui aient des mirrors, et que, pour que ça soit... Alors, effectivement, on n'est pas dans les normes d'une archive pérenne, mais quelque part, c'est pérenne dans ce sens-là. Et une partie des adhésions sert à ça, à payer des prestations informatiques pour les développements, mais surtout pour que les serveurs restent opérationnels. Voilà, du coup, je vais... Non, il y a encore une question. Alors, la toute dernière, parce que Olivier, il n'a pas pu parler ce matin, et ça serait bien qu'il puisse parler quand même. La personne avant était trop bavarde, donc il a dit comme il refait une intervention cet après-midi, qu'il ferait 2 en 1. Donc je voulais juste savoir, comme j'ai quitté ISTEX depuis un moment, plusieurs années, donc d'après ce que je comprends, donc la mission, l'objectif de PANIST est différent, puisqu'avant on recevait juste les PDF, il n'y avait pas d'analyse des données, des métadonnées, contrairement à ISTEX. Donc là, ce que vous dites... Si, maintenant c'est pareil, on a exactement le même processus, les mêmes outils pour faire... Maintenant, vous faites l'analyse des données, pareil, c'est exactement le même processus. C'est pour ça qu'au départ, il y a eu un petit peu de patinage, on va dire, avant que... Et maintenant, on offre le même service de chargement sur ISTEX que sur PANIST. Donc, dès lors que vous avez un abonnement, vous recevez les données, vous faites l'analyse, pareil. Alors, dès lors qu'on reçoit les données, on fait l'analyse, etc. C'est pas dès que... L'idée, c'est vraiment... L'idée, vraiment, c'est de rapprocher au plus possible, mutualiser au maximum les moyens entre ISTEX et PANIST, d'un point de vue technique. Merci beaucoup. Alors, je tiens donc à rappeler, je vais finir la phrase que j'ai commencée tout à l'heure, que Michel et Adeline seront encore avec nous demain. On a une table ronde où on va encore aborder toutes ces questions. Donc, vous aurez encore l'occasion de pouvoir poser des questions. Merci beaucoup. Merci. Je rends le micro à...